Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bonjour à tous. Donc ravi d'être ici avec beaucoup de monde dans la salle. Ça change des sessions Zoom où on voit personne. C'est une autre expérience. Donc merci à tous. On va parler aujourd'hui donc du coup des challenges quand on veut exposer et connecter des microservices. Donc comme vous pouvez anticiper un peu, on va parler de Kubernetes, d'API Gateway, de Service Mesh, etc. Donc je vais aller un peu sur tous ces sujets-là. Et je ferai une petite démo à la fin pour vous montrer ça en fonctionnement réel. Et j'essaierai de garder un peu de temps aussi pour les questions-réponses. Et puis si j'ai pas le temps de tout adresser, je serai autour. J'ai essayé de trouver un t-shirt un peu flashy pour que vous arriviez à me trouver si vous me cherchez. Donc ça devrait aller. Donc je suis chez Solo.io. Je ne sais pas si vous connaissez la société. On a été fondé en 2007. On est expert sur tout ce qui est Envoy. On a commencé donc du coup avec notre API Gateway qui s'appelle Glue. Hein. Beaucoup de gens connaissent plus Glue que le nom de la société. Et du coup, on est basé à Boston. On a eu plusieurs investissements. Le dernier en date, c'était la série C où on a levé 135 millions de dollars pour continuer le développement. Donc on est en pleine croissance et on a beaucoup de projets très intéressants en ce moment. Donc chez Solo, je m'occupe de l'équipe qu'on appelle Field Engineering pour toute l'Europe. Et donc, pareil, on a pas mal de monde déjà maintenant en Europe avec des gens en Espagne, en France, en Slovaquie, en Allemagne, en Hollande, voilà, dans différents endroits. Bon, ce slide-là, vous allez me dire que vous en avez un petit peu marre de voir ce genre de slide. Hein. Vous voyez dans toutes les conférences, dans toutes les choses. Mais l'idée, c'est quoi? Bien sûr, c'est que tout le monde adopte des microservices et que la plupart de ces microservices sont déployés sur Kubernetes. Hein. Jusque-là, rien de bien nouveau, on va dire. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de se dire, une fois que j'ai déployé mes services sur Kubernetes, une des premières choses que je veux faire, c'est les exposer. C'est assez rare de faire tourner des services juste dans le but de les faire tourner dans un Kubernetes sans que personne n'y accède. Donc, quand on en est à exposer ces services, la plupart du temps, on va mettre en place un ingress controller, Nginx, HAProxy ou autre, et ça va bien faire le job. Ça va me permettre d'exposer mon service, le sécuriser avec du HTTPS, rien de bien particulier, mais ça fonctionne. Maintenant, on va dire que l'adoption de Kubernetes est beaucoup plus importante. Donc on se retrouve avec beaucoup de microservices qui tournent sur Kubernetes, et chaque équipe applicative sécurise l'accès à ces services d'une façon différente. Si une équipe a un front-end web, il va peut-être vouloir sécuriser l'accès avec un workflow OIDC pour que les utilisateurs puissent s'authentifier avec Google ou avec de genres de choses comme ça. Si c'est une API, peut-être ça va être des Joe tokens ou des API keys, etc. Donc en fait, toutes les équipes réinventent un peu la roue, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur la logique business, ils passent pas mal de temps quand même à gérer toute cette partie authentification. Des fois, ça a d'autres challenges aussi, parce que si la boîte a commencé à faire beaucoup de Java, ils vont après encourager tout le monde à faire du Java, parce que bon, y a déjà les librairies qui ont été utilisées en interne pour toute cette partie sécurisation, donc ce sera plus facile. Donc on va essayer de pousser les gens à utiliser les mêmes langages, les mêmes frameworks, etc. Ensuite, on se rend compte qu'il y a plein d'autres exigences au niveau sécurité qui ne sont pas pris en charge par des ingress traditionnels sur Kubernetes, comme la partie WAF, donc Web Application Firewall, la partie rate limiting, etc. Donc du coup, j'ai ces configurations qui sont en dehors de mon Kubernetes. Et le problème, c'est qu'avec Kubernetes, l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir cette approche déclarative où, dans mon YAML, je vais décrire comment je veux déployer mon application, aussi comment je veux exposer mon application, donc via mes règles d'ingress, par exemple. Et je ne peux pas définir comment je veux la sécuriser via du WAF ou du rate limiting parce que ce n'est pas sur Kubernetes. Donc je me retrouve à devoir en discuter avec l'équipe réseau ou sécurité pour mettre en place ces règles et ça casse un peu toute la logique de déploiement continu et ainsi de suite. Donc beaucoup de challenges que j'ai déjà mentionnés. Un dont j'ai peut-être pas parlé encore, c'est le fait que l'équipe sécurité n'a aucune visibilité. C'est-à-dire que si on demande à une équipe sécurité comment sont sécurisés l'accès à ces services, il faut qu'ils aillent demander à chaque équipe applicative comment c'est fait. Donc vraiment aucune visibilité. Et donc forcément, il va y avoir à un moment donné, plus il y a de microservices, plus il y a de chances qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ou 10 qui ne sont pas sécurisés correctement. Donc c'est pour ça que maintenant les gens commencent à adopter ce qu'on appelle des API Gateway, pas des ingress
mais des API Gateway qui sont, on appelle Kubernetes native. Ça veut dire que je vais pouvoir configurer 100% de mon API Gateway via du YAML. Okay, je n'ai pas de base de données dans laquelle je vais stocker une configuration, tout est stocké dans etcd, etc. Donc là, ça va résoudre le problème dont on a parlé avant. Et je vais utiliser l'API Gateway pour gérer toute la partie authentification, autorisation et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça au niveau de mes microservices, je vais faire ça au niveau de la gateway. Je vais avoir la gateway qui va mettre en place, par exemple, la sécurisation avec OIDC pour mes front-end. Et ensuite, va passer des informations au microservice, parce que le service, il veut toujours savoir qui a été authentifié. Mais ces API Gateway, elles ont toutes ces fonctionnalités. J'authentifie l'utilisateur. Ensuite, j'extrais, par exemple, si je le fais avec un JWT token, j'extrais un claim pour en faire un header. Du coup, la requête, quand elle arrive au niveau du microservice, via le header, l'application sait quel est l'utilisateur qui a été authentifié. L'autorisation aussi, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, peut être faite à ce niveau-là. Et ces API Gateway, elles fournissent beaucoup plus de fonctionnalités qu'un ingress traditionnel, on va dire. Et du coup, ça permet d'avoir du rate limiting, du WAF, toutes ces choses aussi implémentées au niveau de l'API Gateway, et donc de pouvoir avoir tout déclaratif, as code et ainsi de suite. Ces API Gateway Kubernetes, elles sont aussi la possibilité d'exposer des services en dehors de Kubernetes, sur du legacy par exemple, sur des VM, on peut très bien exposer des services de cette manière-là, mais aussi elles ont souvent des intégrations assez avancées avec tout ce qui est function as a service. Par exemple, pouvoir découvrir automatiquement des fonctions lambda et exposer ces fonctions via l'API Gateway de la même manière que je vais exposer mes services Kubernetes. Donc beaucoup de bénéfices, on en a parlé, hein, l'authentification qui est faite au niveau de la gateway, ça veut dire que l'application, les services, les équipes applicatives peuvent se focaliser sur la logique business, vraiment sur ce qui importe pour l'entreprise et ne pas perdre de temps sur cette partie sécurité. Et surtout, ça donne de la visibilité. Donc de la visibilité pour l'équipe sécurité, ça c'est hyper important. Ça permet une équipe sécurité, maintenant elle a juste à regarder la configuration des API Gateway pour savoir comment sont sécurisés tous les accès à mes différents services. Et peut mettre en place même des règles communes à tous ces services. Okay, donc ça, c'est vraiment la première partie, qui est la partie comment j'expose mes services au monde extérieur. Le deuxième challenge, je vais juste peut-être prendre mon téléphone pour surveiller le temps, comme ça je ne vais pas déborder trop au bout d'un moment non plus. Le deuxième challenge, c'est la partie comment je gère les communications entre mes microservices. Parce que si je mets en place tout ce que j'ai décrit avant, bah, je me retrouve avec une bonne visibilité, une bonne sécurisation des accès extérieurs, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe entre mes services. Donc j'adopte Kubernetes, super, je déploie des services, et personne ne sait quels sont les services qui communiquent avec les autres services. Il n'y a aucune visibilité, c'est vraiment une boîte noire, on va dire. Donc ça, c'est le deuxième challenge. Pas de visibilité. Encore une fois, bah, niveau sécurité, l'équipe sécurité ne peut pas savoir quand un service A communique avec un service B. Imaginons c'est via une API. Est-ce que c'est sécurisé via HTTPS? Est-ce que c'est du plain text? On ne sait pas. Il faudrait aller regarder chaque application pour voir comment elle est configurée, voir comment les flux fonctionnent, etc. Donc vraiment aucune visibilité de ce qui se passe. La partie traffic management, vous avez tous entendu parler bien sûr de Canary Deployment, etc. Bah, Kubernetes lui-même ne fait pas grand-chose dans ce domaine-là. Vous allez avoir des challenges pour mettre ça en place. Et finalement, le dernier point où on retrouve de plus en plus souvent, c'est j'ai de plus en plus de services Kubernetes, mais j'ai aussi de plus en plus de clusters Kubernetes. Et je commence à avoir ce besoin d'avoir des services d'un cluster qui vont communiquer avec des services d'un autre cluster. Par exemple, je peux avoir, je sais pas, un service commun à beaucoup de mes applications qui va être du coup consommé par plein d'applications via API. Comment je fais ça? Comment j'autorise ça? C'est-à-dire que si je mets une API Gateway, par exemple, pour exposer mon service, tous les autres clusters vont pouvoir y accéder, mais pas seulement les clusters. Finalement, beaucoup d'autres éléments de l'infra vont pouvoir y accéder, alors que ce n'est pas le but. Je voudrais juste qu'il y ait un certain nombre de services qui accèdent à ce service commun. Donc en général, quand on essaye de régler ce problème, il y a une genre de shopping list. Qu'est-ce que je voudrais pour pouvoir résoudre ces problèmes? Je voudrais premièrement de l'observabilité. Je voudrais pouvoir savoir ce qui se passe. Ça, c'est la première chose.
avant de pouvoir prendre des décisions et dire je veux sécuriser les flux de cette manière-là, je veux définir quel service peut communiquer avec quel service, avant tout ça, il faut déjà que je sache quel est l'état des lieux, quoi. Qu'est-ce qui se passe à un moment, à un instant T. Ensuite, bien sûr, la demande qui vient très souvent derrière, c'est l'encryption. Je voudrais pouvoir m'assurer que tous les flux sont encryptés sans que l'application n'ait à faire quoi que ce soit. Encore une fois, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Au lieu de se focaliser au niveau de mes développements applicatifs sur la partie sécurité, finalement, ce serait beaucoup mieux si je pouvais dire à mes équipes applicatives, vous embêtez pas avec ça, faites du plain text HTTP pour toutes vos requêtes en interne, mais on veut que ce soit l'infra qui prenne en charge cette partie encryption. Donc, quand on parle d'encryption, ça veut dire utiliser des certificats. Quand on parle de certificats, ça veut dire faire de la rotation des certificats. Donc, il y a tous ces besoins qui arrivent. La partie traffic management, j'ai parlé de canary deployment, etc. Donc, on veut aussi pouvoir avoir ce genre de méthode de déploiement entre mes services. Donc, si je regarde Kubernetes, il fait pratiquement rien de tout ce que je viens de décrire. Okay, nativement, il vous permet de connecter deux services ensemble, faire un peu de health check et c'est à peu près tout, quoi. Tout le reste que j'ai décrit, tout ce qui est dans ma liste, on ne peut pas le faire nativement avec Kubernetes. On pourrait utiliser une API Gateway, on a parlé d'API Gateway avant, on pourrait utiliser une API Gateway en disant voilà, toutes les communications entre mes services vont passer par l'API Gateway. Donc du coup, j'aurai un peu de visibilité, j'aurai des règles de trafic un peu avancées, du canary deployment, tout ce genre de choses, donc ça pourrait régler quelques problèmes. Ça ne réglerait pas tout parce que ça ne gérerait pas l'histoire de l'encryption de bout en bout. Et ça va vite devenir un goulot d'étranglement, quoi. Si toutes mes communications, toutes mes requêtes passent à travers cette API Gateway, forcément, ça ne va pas être très évolutif. D'où le service mesh. Okay, vous avez tous entendu parler de service mesh. Ça commence à une grande vague qui est en train d'arriver, un peu comme celle qu'on a vue de Kubernetes il y a quelques années. Ça grossit tout doucement. L'idée du service mesh, c'est vraiment de résoudre tous ces problèmes-là. Donc il y a cette idée d'un control plane d'un côté et du data plane de l'autre. Donc le control plane, c'est j'ai un point centralisé où je vais pouvoir tout configurer. Et le data plane, c'est là où cette configuration va être mise en place. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de mon control plane, je vais dire je veux que mes flux soient encryptés entre mes deux premiers services qui sont tout en haut, par exemple. Et le control plane va aller configurer le data plane pour que ça ait lieu. Et le data plane, c'est quoi? Ce sont des proxys. Vous avez certainement reconnu, certains d'entre vous, l'icône Envoy, qui est un proxy qui est développé en C, qui est ultra performant, qui fait partie de la CNCF, donc qui est neutre. Il n'y a pas une société derrière Envoy. C'est aussi un point intéressant, j'en reviendrai tout à l'heure. Et du coup, dans ce service mesh, l'idée, c'est dans chaque pod Kubernetes, j'ajoute ce nouveau container qui correspond à mon Envoy, et la communication entre mes services passe à travers Envoy. Donc, c'est-à-dire que ce service-là va vouloir envoyer une requête plain text HTTP à ce service-là. Ça va être intercepté en sortie et intercepté en entrée. Et l'encryption va avoir lieu entre ces deux proxys. Donc, c'est transparent pour l'application. Ce qui est intéressant, c'est que puisque j'intercepte tout, je peux gérer la partie access log, par exemple, pour que les access logs soient tous les mêmes dans toute mon infra. Je peux mettre en place des règles d'autorisation en disant au service B, je vais programmer le service B pour que si le service A lui envoie une requête, il l'accepte, mais si c'est le service C, il la refuse, par exemple. Donc, je vais pouvoir mettre en place des règles d'autorisation et ainsi de suite. Ce qui est aussi notable, c'est le fait que on a toujours eu quand même cette legacy VM d'un côté, Kubernetes pour tout ce qui est moderne, et vraiment deux silos, aucune communication vraiment simple entre les deux, des méthodologies de déploiement, etc., très séparées. Et en fait, le service mesh, là où il est intéressant, c'est qu'il n'a pas laissé de côté cet aspect legacy. Et en fait, on peut maintenant déployer cette partie proxy dans une VM ou un serveur bare metal, et d'un coup, il devient partie prenante du mesh. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir gérer les communications, les encryptions entre un pod et une VM de façon hyper simplifiée. Je vais pouvoir gérer la sécurité, je vais avoir la télémétrie qui sera la même, l'observabilité sera la même pour mes containers et mes VM. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Ça permet un peu d'unifier les deux mondes plutôt que d'avoir à chaque fois ces silos et ces deux mondes qui évoluent de façon très séparée. Tout à l'heure, j'ai parlé de communication entre les services. Vous savez, si vous avez par exemple un service commun qui est utilisé par beaucoup d'autres services,
dans différents clusters. L'intérêt aussi du service mesh, c'est pas forcément simple à mettre en place, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça permet de faire des communications à travers les clusters. C'est-à-dire de découvrir quels sont les services qui tournent sur les autres clusters Kubernetes et de permettre à un service ici sur ce cluster de communiquer directement avec un autre service de l'autre cluster. Via, vous le voyez là, une gateway, mais ce n'est pas une API gateway qui va exposer au monde extérieur ce service-là. À la place, c'est une API gateway qui va juste faire du passe-plat, on va dire. C'est-à-dire qu'il reçoit une requête, il sait que cette requête, elle est destinée à ce service-là, mais l'encryption, elle a lieu entre le service de la source et le service de la destination. C'est-à-dire que la gateway, c'est vraiment juste du TCP, pass-through, et les services communiquent ensemble comme s'ils étaient dans le même cluster, en fait, au final. Donc ça, c'est vraiment un point hyper intéressant du service mesh. C'est complexe, mais c'est hyper intéressant. Donc beaucoup de bénéfices, on en a parlé. L'authentification, l'autorisation, l'encryption peut être fait du coup par l'infra, plus au niveau des applicatifs. On peut faire du canary deployment, etc. Parce qu'en fait, on peut configurer, quand par exemple ici, j'ai une requête qui part de ce service pour aller vers ce service, imaginons j'ai deux versions, V1 et V2, bah, je peux configurer le proxy ici pour, quand la requête vise le service B, je veux envoyer 60% à la version 1 et 40% à la version 2, par exemple. En fait, je peux faire toutes ces méthodes de canary deployment, etc. peuvent être aussi pris en charge directement par le proxy. Et surtout, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la partie observabilité. C'est-à-dire qu'avant, c'était une boîte noire, je ne savais pas ce qui se passait. D'un coup, la lumière s'allume. Je sais exactement quels sont les services qui communiquent avec les autres services, quelles sont les erreurs, qu'est-ce qui est encrypté, pas encrypté. J'ai toutes ces informations-là qui me remontent dans un format commun. Et comme on l'a dit, les applications peuvent vraiment se focaliser sur la partie business. La même logique, la même approche qu'on a eue tout à l'heure sur la gateway. Donc j'ai parlé d'Envoy, j'ai déjà expliqué pourquoi Envoy, hein, c'est vraiment un projet hyper intéressant. J'ai déjà parlé du fait que ça fait partie de la CNCF, c'est un projet neutre, etc. Une des choses que je n'ai pas indiqué, c'est que contrairement aux API gateway, aux proxy legacy, qui était développé pour être configuré via un fichier. C'est-à-dire que j'avais un fichier de config de mon proxy. Au démarrage, boum, le fichier était lu par le proxy pour mettre en place des règles. Alors bien sûr, ça a évolué. On peut maintenant mettre ces fichiers à jour sans redémarrer le proxy, etc. Mais vous imaginez bien que si pour configurer un service mesh, je devais avoir mon control plane qui allait distribuer des fichiers dans chacun des proxys, ce serait quand même pas très simple et pas très sécurisé, enfin ce serait une usine à gaz, on va dire. L'avantage avec Envoy, c'est que depuis le début, lui, il a été créé pour être configuré via une API. Donc on peut lui donner un fichier, personne ne le fait, c'est vraiment pas du tout l'idée d'Envoy, mais il est vraiment fait pour être configuré via une API. Par contre, il faut bien savoir que Envoy, il n'est pas fait pour être utilisé comme ça. C'est-à-dire que si vous vous amusez, je voudrais un proxy dans mon entreprise, je vais prendre Envoy open source et je vais le mettre en place, vous verrez que ce n'est pas fait pour les humains. C'est vraiment été fait pour être contrôlé par un control plane. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette control plane qui simplifie un peu les règles et que vous devez écrire toute la configuration Envoy, vous n'allez jamais y arriver et vous n'allez jamais réussir à la maintenir. Okay, donc c'est vraiment créé pour être configuré dynamiquement par un autre service. Okay, donc dans Service Mesh, par exemple, on va parler d'Istio, c'est le control plane Istio qui va configurer ça. Dans les API Gateway, on parlera tout à l'heure de notre API Gateway chez Solo qui s'appelle Glue Edge. C'est Glue Edge qui vous fournit des fonctionnalités avec du YAML qui est assez simple à comprendre et qui va être converti dans la configuration Envoy qui va bien, qui est beaucoup trop complexe à gérer directement. Donc dans le service mesh, Istio est en train de devenir le vainqueur. Moi, je dirais déjà le vainqueur. La raison simple, hein, malheureusement, je l'ai vécu dans le mauvais sens dans mon ancienne expérience quand je travaillais chez Mesosphere. On avait un super produit avec Mesos et Marathon. En face, HashiCorp avait un bon produit avec Nomad. Il y avait Docker Swarm. Donc, il y avait toutes ces différentes solutions qui étaient poussées à chaque fois par une seule société versus Kubernetes qui était le reste du monde. Donc, c'était le reste du monde contre quelques sociétés, chaque société ayant sa propre solution. Et ben, le mesh, c'est exactement pareil aujourd'hui. Vous avez Kuma, Kong va pousser Kuma, Consul,
ça va être HashiCorp, et encore la plupart c'est plutôt des gens qui utilisent ça pour du service discovery que pour du service mesh. Linkerd, c'est Buoyant, et le reste du monde, c'est Istio. Donc qui va gagner, ou qui est en train de gagner, ou qui a déjà gagné, c'est assez simple à déterminer. L'architecture Istio, je vous ai parlé tout à l'heure du fait d'avoir ce qu'on appelle un sidecar, hein, c'est le pattern qu'on utilise dans Kubernetes quand on ajoute un container dans chaque pod. Donc on va avoir ce proxy qui va tourner dans chaque pod, et donc du coup le control plane qui correspond à ce service Istio-D, qui était très complexe avant parce qu'il y avait beaucoup de pods, et c'est une des raisons qui avait un peu freiné l'adoption d'Istio au tout début. C'était le fait que c'était complexe, il y avait beaucoup de pods, il fallait comprendre les rôles des différents pods, etc. Et en fait, la communauté a travaillé pour vraiment unifier tout ça dans un seul pod qui s'appelle Istio-D, et depuis ça a vraiment simplifié énormément la gestion d'Istio, et ça a permis du coup d'accélérer énormément son adoption. Donc c'est Istio-D, c'est le control plane, c'est lui qui va mettre en place, configurer tous les proxys qui correspondent à tous mes data planes ici. Okay. Ce qui est intéressant dans ce diagramme, là vous voyez bien que ici ce service, quand il va communiquer avec ce service, va passer à travers le proxy. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi cette partie gateway. Donc en fait, dans Istio, il y a déjà une gateway, une API gateway de base, qui est aussi basée sur Envoy, qui va vous permettre d'exposer les services au monde extérieur. Le problème, c'est que cette gateway, elle n'a pas toutes les fonctionnalités dont j'ai parlé avant. Elle n'a pas l'authentification avec OIDC, avec des API keys, elle n'a pas la partie rate limiting, elle n'a pas tous ces trucs-là en fait. Donc c'est vraiment intéressant, il y a toute la partie intégrée nativement à Istio, mais il manque toute la partie des fonctionnalités enterprise, on va dire, d'une API gateway, comme celle que l'on a avec GluEdge. Et donc du coup, je vais parler un peu de comment on a remédié à ce problème chez Solo. Donc pourquoi Solo? Première chose, on a celui qui n'a pas de service mesh ou qui ne veut pas avoir de service mesh dans le court terme, va pouvoir adopter notre API gateway qui s'appelle GluEdge. Il y a une version open source et une version enterprise. Dès qu'on parle de sécurité, souvent c'est la version enterprise, hein, c'est un peu le modèle open source enterprise classique. Donc je vous invite à aller voir, vous allez voir c'est très très simple à utiliser. On le déploie sur Kubernetes avec un chart Helm, et ensuite on configure 100% via des objets Kubernetes. Okay, 100% de la configuration est de cette manière-là. Maintenant, quand on parle de mesh, on a lancé un autre projet il y a 1 an et demi à peu près, qui s'appelle GlueMesh, qui lui focalise sur la partie service mesh. Okay, donc comment je simplifie l'utilisation d'Istio, et surtout comment je simplifie l'utilisation d'Istio à travers plusieurs clusters. Parce qu'en fait, Istio fonctionne plutôt bien sur un cluster, vous permet de faire ces communications entre les clusters, mais de façon très complexe, et avec certaines problématiques de sécurité, etc. Donc en fait, GlueMesh, c'est un management plane qui va être au-dessus de tous ces clusters Istio, et qui va vous permettre de gérer tout ça de façon simplifiée et globale. Et vous allez voir que du coup, on a aussi fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a repris toute la technologie de GluEdge, toutes ces fonctionnalités d'authentification, etc. Et on permet de modifier la gateway Istio, on ne la remplace pas, on la modifie seulement pour qu'elle ait toutes les fonctionnalités qui manquent, pour qu'elle ait toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui au niveau de GluEdge. Bon, ça c'est la partie analytique. Et je vais du coup passer à la démo, c'est la partie la plus intéressante. Donc pour cette démo, pour ceux qui sont un peu familiers avec Istio, on a ce produit, enfin cette application qui s'appelle Bookinfo. Donc Bookinfo, c'est des microservices qui sont écrits en différents langages. Il y en a un en Python, un en Node.js, un en Java, etc. Et quand vous allez sur la page d'accueil de l'application, c'est la product page, ce product page va appeler un service qui s'appelle Reviews et un service qui s'appelle Details, et le service Reviews va appeler un service qui s'appelle Rating. Donc vous voyez, j'ai déployé 2 clusters, un OpenShift, un EKS. Sur ces 2 clusters, j'ai déployé Istio et j'ai déployé l'application Bookinfo. La seule différence, comme vous pouvez voir, c'est le Reviews. Il y a V1 et V2 d'un côté, et il y a V1, V2, V3 de l'autre. Donc vous verrez tout à l'heure dans la démo, en fait, quand je rafraîchis la page Product Page, quand j'ai pas d'étoiles, c'est la V1. Quand j'ai des étoiles noires, c'est la V2. Et quand j'ai des étoiles rouges, c'est la V3. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se repérer sur ces différentes versions. Et j'ai un dernier cluster sur EKS où j'ai mon management plane. Ça pourrait être un des clusters où j'ai déjà Istio,
mais ce n'est pas obligatoire. Donc on a vraiment la flexibilité à ce niveau-là. J'ai fait cette OpenShift EKS parce que c'est vraiment un cas qu'on a chez beaucoup de nos clients. Ils peuvent faire du service mesh avec OpenShift, mais c'est toujours très en retard sur les versions d'Istio, etc. Et surtout, ça voudrait dire que si je veux faire ça et de l'EKS pour d'autres environnements, bah, je dois faire Istio d'une manière avec OpenShift et d'une autre manière avec EKS. Donc là, vraiment, l'intérêt, ce qu'on amène à nos clients, c'est la possibilité de déployer Istio vanilla, la dernière version, n'importe où. Et du coup, de la même façon, avec les mêmes méthodes de maintenance d'Istio, etc. Donc là, je fais ce cas d'usage avec OpenShift qui pourrait être on-premise, par exemple, et EKS, mais ça peut être EKS et puis GCP, ça peut être EKS et EKS Anywhere, ça peut être vraiment n'importe quelle solution. On a même des fois des clients qui l'utilisent, vous allez voir, on fait du multi-cluster, donc les communications entre les clusters, je vais vous montrer ça rapidement. Il y a même des clients qui le font quand ils veulent déplacer d'une plateforme à une autre. Si j'avais commencé avec OpenShift et je veux aller sur, je sais pas moi, EKS ou je sais pas quoi, quelle autre plateforme, bah avec le mesh qui est connecté, ça va me permettre de doucement déplacer mes applications et du coup changer de technologie, en fait, ce qui n'est pas forcément évident si vous devez passer d'un fournisseur à un autre. Donc du coup, je vais passer à la partie démo. Comme je vous dis, j'ai donc un cluster OpenShift, ici qui est, il tourne sur AWS aussi, hein, c'est plus facile pour nous à déployer de cette manière-là. J'ai mon GlueMesh qui tourne du coup sur EKS. J'ai découvert mes meshes, donc là on voit que j'ai deux clusters où j'ai Istio qui tourne, un cluster 1 et cluster 2. Je vais utiliser Lens pour faire plaisir à mes amis de Mirantis. Donc du coup, on voit que j'ai mon cluster de management ici, où j'ai certains composants qui font partie du management plane, hein, de GlueMesh, surtout celui-là qui est un peu le cerveau dans l'histoire. Et sur chacun de mes clusters où j'ai Istio, comme je vous ai indiqué, hein, j'ai les différents services du Bookinfo. La seule différence étant que, si je vais ici, on voit que j'ai le Reviews V2 et aussi le V3, alors que de l'autre côté, j'ai que V1 et V2. Et du coup, sur chaque cluster, on peut aussi voir que si je vais dans le namespace GlueMesh, j'ai cet agent qui va discuter avec l'API serveur Kubernetes local pour découvrir tous les pods qui tournent, tous les services qui tournent, etc. Et il va passer cette information-là au niveau du management plane où j'ai ce cerveau, là, comme je disais, Enterprise Networking. Il va récupérer toutes les informations de tous les clusters et il va permettre du coup d'indiquer à tous les clusters comment communiquer entre eux, comment accéder aux services qui tournent sur les différents clusters. Le dernier point, sur chaque cluster, j'ai un autre GlueMesh qui s'appelle GlueMesh Add-ons. Et là, on voit j'ai des services pour l'authentification externe via OIDC, pour la partie rate limiting, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces services, c'est exactement les mêmes que ceux de GlueEdge. Je vous ai dit, on a notre API Gateway depuis longtemps. Mais en fait, on n'a pas réinventé la roue. On a pris tous ces services et on les a mis directement sur notre solution GlueMesh pour pouvoir programmer la gateway Istio et qu'elle puisse faire toute cette partie authentification, etc. Donc dans la démo, je vais vous montrer un peu la partie d'abord exposer des services, donc sécuriser des services vers le monde extérieur, et après je vous montrerai la partie communication entre mes clusters. Okay, donc sur la première partie, donc j'ai mon application ici, comme je vous ai indiqué, je l'ai exposée via la gateway, mais j'ai pas de sécurisation, hein, rien de spécial, et on voit bien j'ai V1, pas d'étoile, V2, on voit j'ai, je peux encore rafraîchir, V2 avec les étoiles. Donc ce que je peux faire, c'est, si je veux sécuriser mon accès via OIDC, je vais pouvoir créer un objet qu'on appelle hotconfig. Donc comme je vous ai dit, tout est configuré via du YAML, hein, donc GitOps friendly, etc. Là, c'est pour ceux qui connaissent un peu le workflow OIDC, hein, vous devez indiquer certaines informations. Donc j'ai déjà créé ça parce qu'il y avait pas mal de variables, donc j'ai déjà créé le hotconfig, il est déjà là. Mais ensuite, on a un autre objet qu'on appelle route_table, qui est, je vais configurer comment le routage doit avoir lieu, comment j'expose mon application au monde extérieur. Et cet objet-là, je vais le modifier pour rajouter cette partie-là. Donc je vais dire, voilà, pour cette route-là, je veux sécuriser via OAuth. Right. Donc je vais référencer mon autre objet que j'ai créé avant, l'objet hotconfig. Donc si j'applique ce YAML ici, et que je vais au niveau de ma page, ici,
on voit que maintenant, j'ai besoin de m'authentifier pour accéder à ma page. Okay, donc je vais mettre mon utilisateur et mon password, et je vais pouvoir m'authentifier. Okay, donc parfait, je m'authentifie. Donc ça, c'est la partie authentification. Maintenant, si je veux faire de l'autorisation, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens aiment beaucoup OPA. Je sais pas, il y a certainement des fans dans la salle de Open Policy Agent. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a pris la librairie OPA. On n'a pas besoin de serveur OPA. On a juste pris les librairies OPA. On les a mis dans notre service d'authentification. Et on permet aux gens d'écrire leurs règles en Rego, hein, qui est le langage qui est utilisé par OPA, et de le stocker directement dans une config map Kubernetes pour l'appliquer. Donc encore une fois, as code, je vais pouvoir appliquer toutes mes autorisations. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais créer une règle, je vais décoder donc, le JWT token après mon authentification, je vais extraire l'information par rapport au mail, et si ça finit par solo.io, je vais l'autoriser, sinon je vais rejeter le call. Donc je crée cette règle ici, et je modifie mon hot config de tout à l'heure juste pour ajouter cette section. Donc je veux authentifier, et après, je veux autoriser. Okay, donc là, si je mets en place cette nouvelle règle, je vais toujours avoir accès, puisque ici, j'ai un utilisateur qui s'appelle user1, qui a un email qui finit par solo.io. Si par contre, je prends cette page ici en incognito et j'essaye de m'authentifier avec un autre utilisateur qui s'appelle user2, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai pas... Ah merde, j'ai mis quoi? J'ai mis user2 ou quoi? Je sais même pas ce que j'ai tapé en fait. J'ai tapé user2 ou user1? User2? Bon, c'est l'effet démo alors. Ouais, je vais juste recommencer. Hop. Si la règle n'était pas encore là. Sinon, ce sera juste l'effet démo. Bon, tant pis. Normalement, j'aurais dû être refusé. Je vais pas m'amuser à débugger avec... Ah, je sais ce qui se passe en fait. À chaque fois, je fais la même erreur. En fait, j'ai fait un copier-coller de mon YAML, et en fait, j'ai pas ces variables dans mon shell maintenant, actuellement, donc du coup, forcément, le YAML, il fait un peu la tronche. Si on regarde, en fait, si on regarde le hot config, non, c'était dans quoi? J'étais dans quoi, là? Ouais, c'est ça. Si je regarde le hot config ici, il s'appelle OAuth, non? Ah oui. Glumesh. Internet n'a pas l'air super rapide. Voilà, la raison pour laquelle... Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me permet de vous montrer une des features qui est assez sympa, c'est qu'en fait, chaque fois que vous appliquez as code, hein, comme je vous disais toute la configuration, on met toujours à jour le statut en fait, de l'objet. Et quand on détecte une erreur, en fait, on permet à l'utilisateur du coup de savoir tout de suite ce qu'il a fait de mal en fait. Et là, on voit par exemple, il me dit que il a des caractères invalides parce que comme vous voyez, vous imaginez bien que là, la valeur, ça devrait être la valeur de la variable et pas le dollar, je ne sais quoi. Ok. Donc au moins, on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, si je retourne au niveau, je vais d'ailleurs la supprimer comme ça, ça va pas me faire de n'importe quoi. Je vais vous montrer un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect rate limiting. Cette fois-ci, je vais faire gaffe quand je vais faire mes copier-coller. Donc là, je vais juste me remettre avec la configuration standard pour retrouver accès à ma page. Voilà. Donc là, je me remets dans la configuration standard. Si je veux faire de rate limiting, c'est un peu le même principe. Je vais avoir un autre objet qui s'appelle rate limit config. Là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais dire si le type égale à A et le nombre égale à 1, je veux faire une rate limit de une requête par minute. Donc je mets en place cette règle. Et ici, je vais définir à quoi correspondent ce number et ce type. Donc là, je dis, je vais prendre, et je pourrais faire plein de choses différentes, mais là, je vais prendre des headers. Donc si j'ai un header x number, ça va correspondre à mon number. Si j'ai un header x type, ça correspond à mon type. Okay, donc je mets à jour la même règle que tout à l'heure. Et d'un coup, si je fais cette requête avec number1 et x type, on voit que la première passe,
mais ensuite je suis rate limité. Okay, je ne peux pas continuer. Donc ça, encore une fois, il y a plein d'exemples beaucoup plus concrets. On a des clients, par exemple, qui font authentification, récupèrent le header depuis un claim, et ensuite font même plusieurs headers, un pour le tenant ID, par exemple, et un pour le user ID, avoir une limite pour le tenant, une limite pour l'utilisateur, donc beaucoup de possibilités. Maintenant, on va aller un peu dans la partie East-West. On va regarder le lab 9 ou 8. On va aller là-dessus. Donc vous avez vu, pour l'instant, on communique qu'avec ce cluster-là. Si on veut communiquer avec l'autre cluster, normalement, dans Istio, il faut faire beaucoup de choses. Je ne vais pas vous le faire en détail parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il faudrait créer des virtual services, des destination rules, des service entry des deux côtés, ne serait-ce que pour que cette communication puisse avoir lieu entre les clusters. Dans GlueMesh, on a cette notion de traffic policy qui sont très simples à comprendre. Je vais dire, si j'ai une requête qui vient de n'importe quel service et qui va vers reviews, qui target reviews, alors je veux envoyer 75% du trafic vers le cluster 2 sur la version 3, 15% version 1, cluster 1. Enfin, oui, vous allez vraiment très simplement définir vos règles. Et d'un coup d'un seul, tout va être configuré. Au final, GlueMesh, tout ce qu'il fait, c'est juste configurer Istio partout, en fait. Il ne va pas changer la façon dont Istio fonctionne. Il va juste simplifier toute la partie Istio. Et là, vous voyez, j'ai une erreur. J'ai une erreur, il me dit, je ne peux pas accéder au service rating. Donc, vous vous rappelez, si je reviens ici, ce service reviews ici, il va accéder au service rating. Mais en fait, ce que j'ai mis en place ce qu'on appelle du zero trust. Ça veut dire que j'ai mis en place une configuration où, par défaut, mes services ne peuvent pas communiquer ensemble tant que je ne les ai pas autorisés explicitement. Okay, et du coup, on fait ça avec ce qu'on appelle des access policy. Et on voit que j'ai une access policy ici dans reviews qui a été définie, mais j'autorise les services reviews de cluster 1 à communiquer avec rating des deux clusters. Mais je n'autorise pas reviews de cluster 2 à le faire. Donc je dois faire quoi? Je dois mettre en place ou mettre à jour ma règle d'accès pour dire que je ne veux pas autoriser seulement reviews de cluster 1, mais aussi reviews de cluster 2. Okay, donc je vais mettre en place cette règle-là, et automatiquement, tout de suite, GlueMesh détecte qu'il y a d'autres services qui correspondent à ce que j'ai déclaré. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que je fais tout en déclaratif, mais ensuite, je peux aller au niveau de mon interface graphique et voir, est-ce que ma règle d'accès, est-ce qu'elle fait sens? Peut-être j'ai trop autorisé, parce qu'il va avoir détecté d'autres services que je ne voulais pas autoriser à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Donc après, si je reviens ici, je vais pouvoir, vous voyez, maintenant j'ai bien les étoiles rouges, donc la version 3, etc. Après, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous pouvez faire, voir aussi, je vous avais parlé tout à l'heure, il faut que la lumière s'allume quand je mets le mesh. Maintenant, je sais ce qui se passe entre mes services. Donc en fait, on consolide tous les metrics de tous les clusters. Si vous connaissez un peu Istio, vous avez peut-être déjà entendu parler de Kiali, par exemple. Kiali, ça vous permet de le faire sur un cluster. C'est-à-dire que sur un cluster, vous pourriez très bien avoir une vue un peu similaire à ce que vous voyez ici. Je pourrais voir tout ce qui se passe ici. Je pourrais même voir que Product Page ici communique avec celui-là dans l'autre cluster. Mais je ne pourrais pas savoir que celui-là communique avec celui-là. Il faudrait que j'aille dans le Kiali de cet autre cluster pour le voir. Donc vous imaginez, si vous avez 4 clusters, vous devez aller de l'un à l'autre. Nous, on a tout unifié. On montre toutes les communications à travers tous les services. Okay, et en plus, on le fait avec, vous voyez, la vitesse des points va correspondre au throughput, la distance des points va correspondre à la latence. Donc vous allez vraiment avoir énormément d'informations visuelles très rapidement. Et en plus, on le fait dans le contexte de GlueMesh. C'est-à-dire que maintenant, je peux cliquer ici, je vois que ce service-là a une access policy et une traffic policy. Je peux aller voir, voilà, quelles sont les access policy. Il y a celle-là, par exemple, qui m'autorise à parler à rating sur ces deux clusters. Je vais pouvoir avoir des infos de métriques, des graphes sur les dernières requêtes qui ont été performées, etc. Et je vais même pouvoir, alors ça va être à la demande, il faut créer un objet pour les obtenir, mais si je veux, je peux dire, je veux maintenant obtenir tous les access logs de tous mes communications pendant un instant T, pendant une période, je veux toutes les communications qui ont lieu. Mais là, ces access logs, on va voir qu'ils ne sont pas traditionnels, comme vous pouvez voir. On voit toutes les informations de performance, d'identité des deux services, des informations sur les erreurs, les codes de réponse, etc. Donc vraiment, ça simplifie beaucoup toute la partie debug. Okay, et alors le dernier point,
qui est intéressant, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout le démontrer, mais je vais essayer de le faire rapidement, c'est qu'en fait, je vous ai montré le rate limiting tout à l'heure qu'on applique au niveau de la gateway. Mais en fait, ce qu'on sait faire, comme je vous ai dit, on ne modifie pas la gateway. On programme la gateway pour qu'elle utilise nos services rate limiting, xtot, etc. Et bien en fait, ce qu'on peut faire maintenant aussi, on peut configurer... il faut que je retrouve, si je dois l'avoir quelque part. On peut configurer en fait le sidecar aussi pour faire la même chose. C'est-à-dire que au lieu que ce soit la gateway sur laquelle on applique la rate limit, on peut appliquer la rate limit au niveau de la communication entre mes services. Donc ça veut dire que maintenant, si je regarde, je dois avoir une commande ici quelque part qui devrait m'aider. Si je lance cette requête, vous voyez sur la product page, si je vais dans la product page et je lance cette requête, donc si je vais ici, j'ai mon pod. Ah oui, je ne suis pas dans le namespace. Hop. Si je vais dans le namespace default, j'ai ma product page ici. Si j'ouvre un terminal, le réseau n'est pas forcément hyper rapide. On va voir si ça fonctionne. On va essayer. Je ne sais pas si j'aurai du réseau, mais ce n'est pas très grave. Mais en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, je vais avoir, au bout de 2 requêtes, je vais avoir un code 429 parce que je vais avoir cette limite aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour vous montrer qu'on peut on réutilise les mêmes technos pour les appliquer, au lieu de les appliquer au niveau de la gateway des communications qui viennent de l'extérieur. À la place, on les applique vraiment au niveau east-west. Donc ça, c'est un point intéressant. Mais je pense que le réseau n'est pas assez performant. Mais ce n'est pas très grave. Je veux garder du temps un peu pour les questions. Donc du coup, je vous invite juste à aller sur notre Slack pour qu'on continue la discussion. On est toujours dessus, donc c'est vraiment là où vous allez nous trouver et vous allez pouvoir interagir avec nous et continuer la discussion. Donc j'espère que ça vous a plu. On a un peu de temps, je pense, pour les questions. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Une question. J'ai des t-shirts, je vais vous donner des t-shirts. Si vous posez des questions, je vous donne des t-shirts. Chaque question, un t-shirt. Vous venez me voir après, vous avez un t-shirt. Déjà, merci pour la présentation. Je vais peut-être parler d'un problème un peu personnel. Je pense qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont eu ce problème. Mais nous, par exemple, dans notre entreprise, on a pour des clients des clusters de bases de données, des clusters de front différents. Et donc, c'est génial, Kubernetes, avec une base de données distribuée pour la résilience. Par contre, on a un problème, c'est pour la latence entre les clusters de front. Comment est-ce qu'on fait pour discuter avec des nœuds qui se trouvent dans le même data center d'un cluster à l'autre? Là, j'ai vu que vous avez fait la démo en déclarant explicitement tel service par tel service. Est-ce que c'est possible dynamiquement, géolocaliser, de créer de diriger mon trafic vers le nœud le plus proche? C'est une super question et en fait, malheureusement, j'aurais pu passer des heures à vous expliquer tout. Et on a un autre lab qui est assez intéressant, qui correspond un peu à ça, mais il y a 2 cas d'usage en fait. Donc on a un cas d'usage traditionnel qui est le failover, c'est-à-dire que le product page communique avec reviews localement, tant qu'il est localement accessible, mais je veux qu'automatiquement il aille chercher un autre review sur un autre cluster s'il n'est pas localement accessible. Et ça, c'est basé sur la localité qui est déclarée au niveau des nœuds Kubernetes. C'est-à-dire qu'il y a la zone et vous savez, quand vous allez sur eCase, vous avez directement la zone et la région, mais même en on-premise, vous pouvez faire la même chose. Hein. Et du coup, ça va essayer de trouver d'abord un autre cluster dans la même zone, sinon un autre cluster dans la même région, sinon un autre cluster n'importe où. Donc ça, c'est on va dire le failover. Mais ce qui correspond un peu plus à ce que vous m'indiquez, c'est ce qu'on a chez un autre client qui, lui, a un serveur où il a son front et il a plusieurs serveurs où il a ses backends, en fait, et il veut utiliser le back-end le plus proche, et donc du coup ça s'appuie sur le même mécanisme en fait, où on va indiquer d'utiliser la localité et du coup d'aller d'abord sur le plus proche en fait. Super, merci. Une autre question, j'ai encore fait pas mal de t-shirts, hein. Vous pouvez y aller. Un tout petit peu plus fort. Alors ça, c'est une super bonne question. Nous, on est hyper clair sur le sujet. On ne veut pas que les gens configurent quoi que ce soit via une interface graphique. C'est aussi simple que ça. Si les gens veulent configurer une interface graphique,
ils trouvent une autre société que Solo qui va peut-être leur permettre de faire ce genre de choses. Nous, notre credo, c'est on veut que les gens adoptent du GitOps, du Everything as Code. Si j'autorise le moindre truc au niveau de mon interface graphique, je casse tout. Par contre, pour aller dans le même sens, et je pense que c'est peut-être même ce que vous alliez dire là où on réfléchit, c'est d'avoir un genre de générateur de workflow, de YAML, pour qu'effectivement, je puisse aider l'utilisateur à créer son YAML via l'interface. Et je pense que ça répond à ce besoin sans casser la partie. Et une autre approche qu'on prend aussi, là c'est la 1.2, là je vous ai montré, la 1.3 qui arrivera en janvier, on va avoir cette notion de workspace, et en fait avec les workspaces, on va pouvoir dire cette équipe à tel workspace qui correspond à tel namespace sur tel cluster, etc. Et en fait, ils vont pouvoir avoir leur vue que de leur service, et ils vont pouvoir exporter leur service pour dire voilà, je veux exporter ce service pour qu'il puisse être accessible d'un autre workspace. Si je ne l'exporte pas, personne ne peut y accéder. Et on va lui donner un genre de catalogue où il va dire je veux une policy timeout, une policy je ne sais quoi en fait, et donc pouvoir l'aider justement à générer ça. Donc ça fait partie un peu de la même problématique. Il y avait une question par ici, je crois. Bonjour, merci pour le talk, c'était intéressant. Merci. Parmi les features que tu as montrées là, est-ce qu'elles sont toutes dans la version de base ou est-ce que tu as une partie payante et une partie open source? Donc c'est une très bonne question. On a lancé d'abord la partie open source sur ce projet-là il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. On a une partie des fonctionnalités qui sont dessus, c'est-à-dire la partie East-West multi-cluster traffic, elle est dedans. La différence, et je vous ai dit, il y a un agent dans chaque cluster qui remonte les informations, qui est vachement mieux que la partie multi-cluster natif, où normalement, chaque cluster Istio doit avoir un secret pour communiquer avec tous les Kubernetes API serveurs, que les gens n'aiment pas trop. Notre version open source, elle a ce modèle-là, que les gens n'aiment pas trop. Notre version Enterprise, elle a le modèle des agents qui remontent les informations. Par contre, tout ce qui est, par exemple, le multi-cluster traffic là, ça, c'est dans la version open source. La partie gateway que j'ai montrée, c'est dans la version Enterprise. Et la partie dashboard, dashboard, c'est la version Enterprise. C'est la version Enterprise. Ok, merci. De rien. Oui. Je surveille aussi l'heure. Je sais qu'on avait une pause, je crois, donc on ne devrait pas être trop sous pression, mais je ne sais pas quelle heure sont les prochains. Combien? Excusez-moi. Ok, donc il est... Ok, bon, on peut encore prendre quelques questions. Ok, merci. Je voulais savoir par rapport à la stratégie de déploiement où on va se positionner sur du pur Kubernetes avec des outils comme ça versus les solutions qui pourraient être fournies par les cloud providers. Donc je ne parle pas du OKS ou autre, mais typiquement du full serverless avec des lambdas, de plein de choses comme ça, et avec des solutions qui sont des services qui sont fournis par les cloud providers, un peu en concurrence de ça, juste toujours la comme AppMesh par exemple, oui, bah, ou plutôt comme Anthos qui manage de l'Istio différents endroits, ou plutôt comme de l'AppMesh qui gère qui est un truc. Alors, en fait, potentiellement les deux. La question c'est en gros, c'est quoi vos concurrents chez les cloud providers et du coup, en fait, d'approche. On a AppMesh qui est utilisé chez AWS, qui est beaucoup moins mature que Istio, mais qui va avoir des intégrations spéciales AWS, comme toujours. Alors pourquoi pas, si quelqu'un veut être all-in AWS, il y a des gens qui le décident et c'est respectable. Pourquoi pas utiliser AppMesh? Par contre, c'est pas la majorité, on va dire, c'est une minorité. La plupart des gens, ils veulent avoir du multi-cloud, de l'AWS, du GKE, du on-premise, un peu, vous voyez ce que je veux dire? Et là, à partir du moment où vous avez ce besoin-là, on n'a plus cette concurrence parce qu'en fait, chaque cloud provider, même Google qui fait de Anthos, on peut plus ou moins utiliser différents trucs. Il n'y a pas de vrai support, c'est juste oui, je peux le déployer. Ce que nous on fait, je ne l'ai pas indiqué, c'est qu'on fait aussi du support Istio de bout en bout dans notre solution en fait. C'est-à-dire que on va aider le client à installer, upgrader, on va lui répondre à n'importe quelle question sur Istio, n'importe quelle question. Je veux mettre en place telle feature Istio, je ne sais pas comment le faire ou ça ne fonctionne pas, ça fait partie de notre offre. Et là c'est vrai, c'est un grand différenciant parce que les autres solutions c'est plus je manage des trucs mais me posez pas trop de questions quoi. Merci. Merci pour cette démo. Comment vous gérez l'effet de souffle? Par exemple, si le product page est buggé, le failover va aller sur l'autre review et va faire tomber le suivant. Est-ce que vous avez un mécanisme de protection? En fait,
le product page, s'il ne répond pas, il n'y a pas de raison que l'autre product page ne réponde pas. Mais à bout d'un moment, de toute façon, la gateway, donc là on parle de la gateway puisque c'est elle qui reçoit la requête, c'est Envoy qui tourne dedans. Envoy, il va garder un état des requêtes qui sont en succès ou pas en succès sur les différents services. Si à un moment donné, tous les services ne répondent pas, bon, bah, elle va répondre 503 à l'utilisateur final et il va avoir service indisponible. Comment ? Le product page fait tomber review ? C'est-à-dire ? Il va envoyer trop de requêtes, par exemple. Bah, s'il envoie trop de requêtes, à un moment donné, effectivement, s'il fait tomber le review local et qu'on a le failover, il va aller vers l'autre. Si c'est la product page qui bombarde le truc par erreur, à un moment donné, c'est là où on peut mettre en place, par exemple, du rate limiting, comme j'ai indiqué. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on est les seuls à faire ça, du rate limiting east-west. Et là, vous pourriez dire, bah, effectivement, du coup, le reviews va commencer à renvoyer du 429 à product page. Product page va renvoyer ça à l'utilisateur final et on n'en parle plus, quoi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un peu de retard. Mais merci beaucoup en tout cas, c'était super.